Est-ce que tu veux au pire te déconnecter puis te reconnecter? Je vais y répondre, je vais y écrire en privé. On va y arriver. Petit problème technique. On va essayer autre chose. Ah, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Allô? Est-ce que tu m'entends, là? Ouais, là, je t'entends. Yes! Super! OK. Ouf! Prise 2! Chaud. Oh mon Dieu! Ça arrive, ça arrive. Ben, en fait, j'avais branché un micro pour que vous m'entendiez mieux, mais là, je l'ai Ah, débranché, là. c'est ça le problème. OK, c'est OK. bon. J'étais en train de te présenter, puis justement, je suis en train de me demander si je prononçais bien ton nom de famille. Vas-y, Alors, j'essaie. Youssef Gelache, c'est ça? Ouais, c'est parfait. OK, bon. Ouais. Alors, c'est ça, il est professeur en finance au Collège Montmorency, mais aussi, il a créé une application pour gérer le budget educfinance.ca. Donc, vous avez vu, j'ai partagé le lien dans la page d'Union Eureka. C'est vraiment super intéressant. Et aujourd'hui, on a le privilège de l'avoir pour nous aider à répondre à des questions qu'on a toutes probablement quand on est travailleur autonome. On connaît peut-être un peu moins ce système de rémunération-là, d'impôts, comment gérer notre budget. Donc, j'ai noté quelques questions de la part des personnes qui sont dans le groupe. Mais si Ouais. jamais vous en avez live, ben, on va vraiment faire ça sous forme de discussion. Donc, ben, premièrement, merci beaucoup, Youssef, d'être là. Ça fait super plaisir. Bonjour à tout le monde. Et là, moi, j'ai une première question pour toi. Dans le fond, quand on décide de devenir travailleur autonome, pour toi, ce serait quoi le premier conseil à faire, la première chose à faire, le niveau finance, pour mieux s'organiser? OK. L'erreur numéro un que je vois, c'est que les gens mélangent leur entreprise puis leur personnel dans le même compte. Fait que la première chose à faire, c'est d'ouvrir un deuxième compte juste pour gérer les revenus et dépenses de l'entreprise. OK? Fait que ça peut être juste un compte chèque, un deuxième compte chèque au niveau personnel. Ou si vous voulez de façon plus, on va dire, formelle, là, vous pouvez vraiment aller voir votre institution financière puis dire que vous voulez créer un compte d'entreprise. La seule chose avec les comptes d'entreprise, souvent les frais bancaires sont souvent un peu plus chers. Bon, il y a des banques qui vont offrir des meilleurs forfaits gratuits si vous faites des transactions électroniques, tout ça. Mais je dirais juste avoir déjà un deuxième compte chèque dans la même institution où vous faites affaire. Déjà, ça, c'est le premier conseil que je donne. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent, qui ont déjà fait ça ou pas, mais ça, c'est déjà une bonne chose. Surtout quand vous avez des dépenses, ben, les revenus, c'est facile parce qu'ils se déposent dans le compte que vous allez ouvrir. C'est facile le déposer. La question, c'est les dépenses. Puis là, à titre de travailleur autonome, là, vous allez toujours vous poser la question, est-ce que c'est une dépense d'affaires, c'est une dépense personnelle? Fait qu'encore là, c'est juste d'avoir le réflexe de sortir, soit avoir deux cartes guichet pour comme vraiment les séparer, puis une, vous mettez dans votre poche droite, puis l'autre poche gauche. Fait que vous avez le réflexe de dire, OK, c'est une dépense personnelle, je sors ma carte 1, ou c'est une dépense d'affaires, fait que là, je sors ma carte 2. Ça va? Donc ça, déjà là, ça va faciliter votre comptabilité, votre suivi de vos revenus, vos dépenses, puis c'est vraiment mieux. Puis même si jamais on fait une vérification fiscale, là, c'est facile parce que vous avez comme un état de compte juste avec vos revenus et dépenses d'affaires. Ça va? Après, si vous avez déjà un compte chèque, puis vous ouvrez un deuxième compte chèque personnel, donc là je ne parle pas d'avoir vraiment deux entreprises versus personnel. Là, c'est juste de demander à votre institution bancaire de vous mettre
dans votre compte, dans votre carte de débit, d'avoir le compte chèque qui est votre compte personnel. Puis le bouton épargne, vous pouvez le programmer pour que ce soit un autre compte chèque. Donc là, à ce moment, ça va devenir votre compte d'entreprise. Fait que là, quand vous allez au guichet automatique ou dans un magasin, fait que là, si c'est pour personnel, vous pesez le bouton chèque. Si c'est pour affaires, bouton épargne. Fait que là, ça va passer dans le bon compte. Puis à la fin du mois ou à la fin de la semaine, quand vous faites le suivi de vos finances, ben, c'est vraiment séparé. Fait que ça, c'était long comme explication, là, mais c'est vraiment le conseil numéro 1 de base, mais que 80-90% des travailleurs autonomes ne vont pas faire. Là. Donc, ils vont mélanger, puis là, c'est un bordel un peu de suivre tout ça. Là. Donc ça, c'est le premier conseil. T'en veux d'autres? Oui, j'en veux d'autres. Ben, c'est sûr, c'est un autre comme conseil que je peux donner, que je souvent, puis que c'est une erreur, c'est quand vous avez des revenus, là, vous gagnez, je ne sais pas moi, 500 $, vous êtes tout content parce que c'est 500 $ qui est rentré dans votre compte d'affaires. Et là, vous allez je sais pas, dépenser ou vous allez croire que c'est un profit. Okay? Donc là, tout de suite, il faut avoir le réflexe d'avoir encore là un autre compte. Fait que là, ça vous fait plusieurs comptes, là. Mais un autre compte où tout de suite, dès que vous avez votre revenu brut qui rentre, donc là, c'est votre vente, tout de suite mettre un pourcentage de côté dans un autre compte qui va être la provision d'impôt. Donc là, en fait, vous devenez comme un genre de salarié où vous mettez déjà un pourcentage de côté, puis là, vous allez fonctionner juste avec le revenu net. Est-ce que tu conseilles de consulter notre comptable, savoir un peu dans quelle braquette constitue genre d'impôt qu'on paye? Oui, c'est sûr. Ce ne sera jamais le montant exact parce que ça va toujours dépendre des revenus et dépenses que tu as à chaque année. Un pourcentage facile à retenir puis facile à calculer, tout ça. Moi, je dis un 30% en général. Si vous faites moins que, je sais pas, 100 000 de revenus ou moins de 50 000, 30%, c'est un bon taux, là. C'est sûr qu'à la fin de l'année, il y aura un ajustement si vous avez eu plus de dépenses ou moins de dépenses. Mais au moins, au lieu de dépenser, donc je donne un exemple facile, là, 1 000 $ de revenus, au lieu de fonctionner avec 1 000 $, là, vous allez fonctionner, parce qu'il y a 300 $ qui va être parti dans un autre compte, peut-être un genre de compte d'épargne. Puis là, vous allez fonctionner avec 700 $. Fait que tout de suite, vous fonctionnez un peu comme un salarié qui reçoit son chèque de paie, il reçoit juste le net. Là. Il n'a jamais vu le revenu brut. C'est un peu la même logique. Ça va vous éviter des gros ennuis. Puis, d'un point de vue de dépenses, ce que ça fait, c'est que c'est comme si vous payez l'impôt en premier. Fait que là, vous allez comme dépenser en fonction de 700 $ et non en fonction de 1000. Fait que vous n'allez pas croire que vous êtes riche, entre guillemets, là. Vous allez fonctionner par rapport aux revenus réels que vous avez gagnés. Donc, ça, c'est une autre erreur qui est souvent faite. De l'automatiser ou à chaque fois que vous avez un revenu, vous pouvez faire des transactions faciles, là. Vous transférez un montant de côté, ça automatise puis ça simplifie la gestion après. Puis à la fin de l'année, si vous avez mis un montant X de côté, ben, en fonction de votre impôt à payer, ben, soit vous allez avoir trop mis de côté, tant mieux, vous aurez un surplus, ou sinon vous allez avoir comme une différence, mais au moins elle sera moins grande que si vous ne mettez rien de côté au fur et à mesure. Good, merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pendant qu'on l'a avec nous? Je sais que Marie-Pierre, tu en avais une question. Moi, en fait, c'était vraiment tes conseils, les conseils les plus importants pour l'achat d'une maison, que ça soit première ou deux. Moi, dans mon cas, c'est une deuxième propriété, donc vendre mon condo, acheter une maison. Ouais. Étant donné que moi, je suis uniquement travailleur autonome, mais mon conjoint, lui, est quand même salarié. Ouais. Puis le conseil que tu voulais savoir, c'est quoi? C'est par rapport à comment faire la procédure pour avoir l'hypothèque ou c'était pour calculer le budget pour l'achat de la maison? Non, pour la procédure pour l'hypothèque. Est-ce que c'est vraiment d'augmenter les revenus parce qu'ils calculent les revenus différemment? Est-ce que c'est d'avoir un plus gros cash down? Ça serait quoi, disons, un conseil préliminaire, là, mais Ouais. quelque chose qu'il faut qu'on pense, qu'on aurait tendance à pas penser si on serait uniquement salarié. OK. Bon, donc là, si tu me poses la question, j'imagine la première fois tu étais salarié, fait que là, ton statut a changé. C'est sûr que l'institution financière, ce qu'ils vont regarder, c'est tes déclarations des 2-3 dernières années. Fait qu'ils vont faire comme une moyenne de tes revenus de travailleur autonome. Fait que, c'est de tout déclarer. Ça a l'air bête, mais
je ne dis pas que c'est ton cas, là, mais il y en a qui vont pas tout déclarer parce qu'ils veulent payer moins d'impôts. Mais quand vient le moment justement du financement, c'est là où ils se font avoir parce qu'ils n'ont pas tout déclaré leur revenu. Fait qu'au final, la conséquence, c'est qu'ils sont refusés au prêt ou on leur demande un endosseur parce qu'ils n'ont pas la capacité de gagner. Fait que le premier élément, c'est de tout déclarer parce que ce qu'on va calculer comme source de revenus, c'est ton revenu dans la déclaration d'impôt. Puis le revenu net, hein, Ouais. c'est ça. Est-ce que les années, mettons les 2 ou au moins une année avant, tu conseillerais de mettre moins de dépenses pour que ça fasse en sorte d'augmenter ton revenu? Ou... Non, pas forcément, parce que après, c'est sûr que les revenus, c'est un argument, parce que là, ça va être par rapport au montant d'hypothèque que tu vas avoir. C'est sûr, si tu vends une maison, tu vas avoir quand même une bonne mise de fonds. Fait que le deuxième argument, c'est la mise de fonds. Puis après ça va être votre bureau de crédit. Fait que c'est sûr, si tu as une bonne mise de fonds, un bon bureau de crédit, même si ton revenu est plus faible ou sont quand même élevés, il y a des programmes avec Genworth puis SCHL qui sont les deux compagnies d'assurance qui peuvent t'assurer un prêt hypothécaire avec un programme de travailleur autonome. Fait que non, fais pas l'erreur de ne pas déclarer tes dépenses. Au contraire, tu veux payer moins d'impôts. Mais assure-toi juste d'avoir un bon bureau de crédit. Comme ça, au moins, cet argument-là va de côté. Puis, c'est d'accumuler une mise de fonds élevée pour que ton ratio de prêt soit faible. Donc, à ce moment-là, ils vont être beaucoup plus à l'aise à te prêter. Fait que même si tu as un ratio élevé, c'est le dossier qui va compter. Fait que c'est les 3 éléments que je viens de te mentionner. Fait que bureau de fonds et revenus. Après, ils savent qu'une première, deuxième année de travail autonome, tu ne vas pas avoir des revenus super élevés. Fait que ça va être pris en considération. Là. Puis, il y a des programmes de travailleurs autonomes pour ça. Puis, tu as un gros avantage, c'est que tu as un revenu de salarié dans le dossier. Fait que ça va beaucoup aider. Fait que je te dirais, tu peux être tranquille tant que tu déclares tes revenus, comme on a dit. Parlons-en des dépenses d'entreprise. Tu sais, nous, on est coach, donc on a à se procurer des produits à chaque mois pour rester, demeurer active en tant que coach, puisque c'est une marketing de réseau. Tu sais, selon toi, c'est quoi les choses là, primordiales à mettre comme dépenses d'entreprise selon notre business à nous là, en tant que coach? Pour les nouvelles qui commencent, qui se diraient l'année prochaine, qu'est-ce que je mets là, dans mes dépenses d'entreprise? Oui. Tout à l'heure, je vous donnais le truc d'avoir 2 comptes séparés puis avoir 2 cartes. Posez-vous juste la simple question suivante, c'est est-ce que cette dépense-là, je l'aurais fait si je n'avais pas mon entreprise? Donc là, je m'achète je sais pas, de la fourniture de bureau pour faire le suivi de mon entreprise. Ben, ça devient un outil de travail, donc forcément, c'est une dépense d'affaires. Donc, si tu poses juste la question, est-ce que cette dépense-là, je l'aurais fait si je n'avais pas mon entreprise? Déjà là, tu viens de séparer, grosso modo, là, le personnel de affaires. Fait que, est-ce que le déplacement que je fais pour aller rencontrer ma cliente, ben, je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas mon entreprise. Donc, forcément, tu peux mettre une dépense d'affaires là-dedans. Donc là, tu gardes ton reçu d'essence, puis tu le mets de côté. Tu es parti, je ne sais pas, luncher avec une cliente, ben, ça peut être une dépense d'affaires aussi. Ton téléphone, si tu utilises principalement ton téléphone pour ton entreprise parce que tu mets des stories, nanana, c'est justifiable. Ça va? Donc, en réalité, il faut toujours être dans se poser la question, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est justifiable? Ça va? Après, c'est toujours prendre en note vos rendez-vous dans un agenda parce qu'on peut te demander de justifier le lunch que tu as mis dans un restaurant, c'est avec quel client. Fait que là, d'avoir le réflexe de toujours mettre sur le reçu, moi, c'est ça que je fais là. Sur le reçu, tu écris le nom de la personne que tu as rencontrée. Fait que dans 1 an ou dans 6 ans, parce qu'ils peuvent revenir 6-7 ans en arrière. Là. Fait que dans 6 ans, tu ne te rappelleras pas qui t'a rencontré. Fait que d'avoir un agenda Google, tu peux retracer les derniers rendez-vous, marquer le nom sur le reçu. Donc, tout ça, comme j'ai dit, c'est justifiable. Après, si tu veux d'autres exemples, donc c'est sûr tout ce qui est restauration, publicité. C'est sûr, vous, dans votre cas, vous pouvez mettre quand même pas mal de choses en publicité vu que ça fait partie de votre branding. Fait que, ça va être justifiable là, de dire, je sais pas moi, j'achète, je sais pas moi, un micro pour parler, faire des lives. Ben, c'est sûr que je peux le passer comme une dépense d'affaires. Je ne l'aurais peut-être pas acheté si je n'avais pas mon entreprise. Fait que c'est un petit peu comme ça qu'il faut que vous regardiez. Là.
Parfait. Au niveau du congé de maternité, on s'entend qu'on est dans une business majoritairement féminine et qu'on est toutes pas mal dans un âge où qu'on va tomber enceinte ou qu'on va en avoir un deuxième ou quoi que ce soit. Fait que, Ouais. t'es-tu à l'aise un peu de nous expliquer comment ça fonctionne? Même moi, là, genre, en ce moment, j'ai mon revenu Beachbody, j'ai mon revenu Aviron Québec. Fait que là, je me dis, OK, genre, j'imagine que je vais être obligée de pas faire beaucoup d'argent pendant que je suis en congé maternité. Comment ça marche? OK. Donc, ça, c'est le régime québécois d'assurance parentale. C'est sûr que vu que tu étais salarié, dans ton cas, c'est plus facile parce que tu as déjà cotisé durant les derniers 2 ans, on va dire. Là. Donc, c'était déjà prélevé sur ton salaire de façon obligatoire. Quand tu deviens travailleur autonome, le régime québécois d'assurance parentale va être payé à la fin de l'année dans ta déclaration d'impôt en fonction de tes revenus que tu déclares. Donc, là, on revient au bénéfice net de tout à l'heure. Ça va donc en fonction de ton bénéfice, il y a un pourcentage de travailleurs autonomes qui va être chargé dans la déclaration d'impôt. OK. C'est bon? Par contre, le RQAP, il y a un revenu maximum. Donc, en réalité, quand tu gagnes, là, je n'ai pas le chiffre exact, mais on va dire 60 000 de revenus ou plus, tu arrêtes de cotiser au régime québécois parce que là, tu as atteint ton plafond. Fait que, ce que je veux dire par là, c'est que tu as ton revenu de salarié plus ton revenu de travailleur autonome. Dans les deux cas, tu dois cotiser. Ça va? Après, au moment où tu vas avoir ton congé, c'est là où tu vas faire une demande au régime québécois d'assurance parentale. Puis encore une fois, dépendamment de ce que tu as cotisé, là, tu peux avoir droit à un pourcentage de ton revenu que tu as déclaré. Donc là, quand tu es salarié, c'est plus facile parce que là, ça va être 70 de ton revenu à titre de salarié. Quand tu es travailleur autonome, ça va dépendre de ce que tu as déclaré encore une fois. OK, il y a un pourcentage. C'est ça. Donc, c'est 70 du revenu. Ça, si c'est le régime de base. Donc, le régime de base, pour vous donner une idée, là, c'est le congé maternité. C'est, je ne vais pas dire de bêtises, là, c'est 25 semaines à 70 du revenu. Puis un autre 25 semaines qui peut se rajouter à 70 du revenu. Ça, c'est le régime régulier. Fait que tu peux aller chercher un genre de 1 an, on va dire, à 25 semaines à 70 du revenu, plus un autre 25 semaines à 55 du revenu. Fait que le revenu baisse si tu prends le régime régulier. Alors là, ce serait plus facile si j'avais un tableau à vous montrer, là, mais sinon, si c'est un régime accéléré, fait que là, tu veux avoir un pourcentage un peu plus élevé, mais sur une période plus courte, là, tu peux aller chercher un 75 du revenu, mais pendant, de mémoire, 40 semaines à peu près. Donc, c'est sur une période plus courte, revenu plus élevé. Fait que tu auras le choix d'un des deux régimes que tu veux, plus de revenus ou étaler sur plus longtemps, mais avec des revenus un peu plus faibles. OK, donc le pourcentage que tu reçois, c'est la même chose dans ton revenu de travailleur autonome. C'est le revenu total, dans le fond. C'est ça, exactement. Donc là, quelqu'un qui fait 60 000 plus 20 000, mettons, avec Beachbody, ben là, ça fait 80 000 au total. Fait que ça va être, pendant les 25 premières semaines, ça va être 70 de 80 000. Puis ensuite, c'est ce qu'elle reçoit. Mais moi, mettons, ma question, c'est quand tu continues de travailler, genre, t'as pas un maximum que tu peux gagner en tant que travailleur autonome, genre, quand tu as accouché? ah, OK, tu veux dire OK. Donc, toi, Ouais, tu veux dire, ah, OK, donc tu es en congé. La question, c'est est-ce que tu peux avoir autre source de revenus de travailleur autonome? ouais, c'est ça. C'est une très bonne question. Je ne veux pas dire de bêtises. Selon moi, il ne devrait pas y avoir de problème, mais je pourrais lire là-dessus et te revenir avec une information plus précise. Sinon, pour jamais vous tromper, là, le site de RQAP, donc tapez RQAP sur. Il y a un tableau aide-mémoire qui est super bien fait, qui va vous donner toutes les informations. Puis je pourrais te revenir avec l'information. J'ai pas d'enfant, donc. Non, c'est ça, mais de toute façon, c'est mais, Par expérience, là, il y a un certain montant que tu peux avoir. Il faut mais il faut quand même que tu déclares ton montant net que tu fais à chaque semaine. Donc, à chaque semaine, ton montant peut être différent, mais c'est le net. Donc, c'est vraiment moins tes dépenses. Mais encore là, quand on appelle là, une personne au téléphone va nous dire telle information, puis une autre va dire telle information, là, je te dirais que tu le fais, puis quand tu fais tes impôts l'année suivante, tu peux avoir des surprises. Mais nous autres, ça a super bien été.
On n'a pas eu de surprise négative, puis on a quand même, en fait, c'était Simon qui a pris le congé parental, puis il y avait quand même un revenu, là, aussi, de travailleur autonome en même temps. C'est sûr que c'était pas un revenu de 100 $ par semaine non plus, là. Je pense qu'on a déclaré à peu près 300, 400 net par semaine, puis ça l'a pas touché son RQAP parce que le pourcentage, en fait, versus ce qu'il recevait du RQAP, il y avait quand même une bonne marge. Tu sais, si ça l'aurait peut-être été mon salaire de salarié, peut-être que là, je m'en serais fait couper. Mais il regarde aussi, tu sais, si tu diminues ton temps investi sur la business, parce que je pense que, tu sais, ils disent que tu peux, en fait, faire de l'argent même si tu as le RQAP, tant que tu diminues tes heures sur la business. Puis on ne se le cachera pas, avec un nouveau-né, tu diminues quand même tes heures sur la business. Good. Merci, Marc-Pierre. J'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat, Youssef, de Marie-Philippe Desmarais. Je ne sais pas si tu vois les questions. Je viens de voir qu'il y avait un chat. Attends. Pourquoi tu t'apparais? OK. Tu m'as dit de Marie? Marie-Philippe. Ah, OK, pardon. Bureau. Ah oui, OK. Oui. À un moment donné, tu as quand même bien répondu, juste parce que tu parlais des dépenses, puis j'ai juste ajouté, parce que tu disais, tu sais, qu'est-ce qu'on ferait pas sans la business, mais moi, je pensais plus, mettons, tu as un bureau à la maison, tout ce qui est électricité, Internet. Est-ce que ça, tu conseilles quand même de le mettre dans le compte dépenses, même si c'est pas à 100%, tu sais, on s'entend que ça va être une partie, là, selon le calcul qu'on doit faire, là. Mais est-ce que tu le conseilles de le mettre dans ce compte-là aussi, ou dans un compte normal, on fait juste le considérer un certain pourcentage? OK. Donc, vu que les dépenses de la maison, c'est une portion personnelle, une portion affaires. Donc, ce que je conseille, c'est de le mettre dans le personnel. De toute façon, en général, il est déjà dans le personnel. Mais d'avoir un suivi pour qu'à la fin de l'année, tu puisses avoir une dépense, parce que ça va être juste une portion de la dépense, là, j'imagine que tu le fais déjà, une portion de la dépense qui va être prise en considération comme une dépense d'affaires. C'est sûr que dans tes calculs de profit, entre guillemets, tu pourrais, juste pour analyser un petit peu, le faire, ce calcul-là, de dire, ah, ben, j'ai gagné tant, voici mes dépenses d'affaires, mais j'ai pu aussi mettre… En fait, ça te sert juste à réduire ta facture d'impôt. Okay, si on veut le dire comme ça. Donc là, même principe, c'est d'avoir vraiment un suivi de toutes les dépenses personnelles en lien avec la maison puis en lien avec la voiture. Ça, c'est deux éléments-là très durs. Bon, la maison, c'est pas si compliqué parce que là, c'est les dépenses courantes de la maison, fait qu'on peut vraiment les lister puis avoir les montants. La voiture, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que là, il y a une partie personnelle, une partie affaires. Là, c'est de calculer les kilométrages, puis de faire le suivi, de dire, ah ben, voici ce que j'ai fait au total dans l'année, puis là-dedans, quel pourcentage c'est pour fin d'affaires. Il y a des applications qui existent, sont pas super, fait que c'est d'avoir peut-être un fichier Excel, puis à chaque fois que vous rencontrez un client, juste mettre le nombre de kilomètres total que vous avez parcouru. Ou, comme je disais tout à l'heure, de garder les reçus d'essence, pour pouvoir le mettre à 100%. Parce que juste avec les reçus d'essence, on est quand même capable de faire un espèce de ratio avec les kilométrages qu'on fait. En tout cas, moi, au final, c'est ce que je fais à chaque année. Je le fais pas au fur et à mesure. Puis bon, j'ai un père comptable aussi, ça m'aide, là. Mais d'avoir quelqu'un proche de toi, peut-être qui est habile là-dedans, ou ton comptable qui peut justement te faire un espèce de proportion, là, que ça fasse du sens aussi, là. C'est important de noter, par contre, que c'est le kilométrage. Parce que moi, la première année, j'avais calculé l'essence, puis je n'avais pas été tant que capable de guesser le kilométrage, là. Fait que, tu sais, si on le sait à l'avance, déjà, que c'est le kilométrage ou l'essence quand on commence, pour les nouvelles qui écoutent, ben, c'est le fun de le savoir. Vraiment. Puis, tu posais une autre question sur l'incorporation, j'avais vu. C'est plus pour savoir, parce que je ne sais pas si tu as une réponse à ça, mais on dirait que je suis rendue là dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider, mais je ne sais pas comment l'expliquer, tu sais, je ne sais pas c'est quoi vraiment, c'est quoi les avantages de ça, puis à quel moment on devrait le considérer. OK. Donc là, la question, c'est, pour les autres aussi, c'est est-ce que c'est mieux d'être travailleur autonome, donc une société de personnes, ou une société incorporée? OK.
ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes travailleur autonome, on le dit depuis tout à l'heure, c'est le bénéfice net que vous allez rajouter dans votre déclaration d'impôt. Donc, vous allez payer l'impôt personnel. Ça va? C'est sûr que les taux sont un peu plus élevés que l'impôt des sociétés. Fait que d'un point de vue impôt, c'est un petit peu moins avantageux au niveau du taux. Okay? Puis l'autre désavantage à titre de travailleur autonome, c'est que vous êtes responsable personnellement de votre entreprise. Fait que si votre entreprise se fait poursuivre, si vous avez des dettes avec votre entreprise, ben, vous êtes garant au niveau personnel. Okay? Maintenant, l'autre option, donc là, j'imagine, Marie-Philippe, tu es rendu à ce niveau-là, c'est que tu te poses la question est-ce que ça vaut la peine de maintenir. Okay? C'est sûr que plus tu as de revenus qui commencent à être élevés, plus tu vas te poser cette question-là. L'avantage d'être incorporé, c'est que là, tu te protèges au niveau personnel, parce que là, c'est deux entités différentes. D'un point de vue comptable et fiscal, là, il y a une grosse différence. Pourquoi? Parce que là, la société va devoir faire une déclaration d'impôt et d'un point de vue personnel, tu vas faire une deuxième déclaration d'impôt. Fait que là, on se retrouve à faire deux déclarations. La société va déclarer un profit, va payer de l'impôt et là-dessus, tu vas te verser un dividende, ça va, parce que là, c'est une société, ou un salaire si tu veux te verser un salaire, qui revient plus ou moins à la même chose, mais tu vas devoir retirer de l'argent de cette société-là et à ce moment-là, tu vas devoir repayer de l'impôt. Ça va? Donc oui, tu as payé moins d'impôts au niveau de la société, mais tu vas en repayer au niveau personnel. Ça va? Dans quel cas l'incorporation peut être intéressante? C'est si j'ai une société par action, mais je ne veux pas me verser la totalité des profits. Donc là, à ce moment-là, je veux en verser une partie, mais le reste, je veux le réinvestir dans ma société parce que je veux la faire grossir, je fais de la recherche et développement, je lance des produits, peu importe. Donc là, les profits, je ne veux pas qu'ils ressortent de mon entreprise, je veux qu'ils restent. Là, ça devient avantageux parce que là, je vais payer moins d'impôts, puis j'aurai à payer juste un petit peu d'impôts sur le dividende ou le salaire que je me verse. Fait que de façon globale, là, ça devient avantageux. Mais on réinvestit ça où, genre? Tu sais, nous, comme coach… Ben, c'est ça que j'allais dire. Fait que ça ne s'applique pas à tous les secteurs d'activité. Si c'est une entreprise de service, que tu es la seule personne, ben, c'est sûr que tu vas te verser le bénéfice en totalité dans ton compte personnel parce que tu vas vivre avec ce revenu-là. C'est comme ta source de revenus, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Disons qu'on voudrait investir dans quelque chose d'autre. Exemple, acheter un immeuble de location. Ouais. Est-ce que ça compte comme un investissement dans ta business, même si c'est comme un peu ça. Que là, ce ne sera pas en ton nom à toi, ça va être au nom de la société. Parce que là, c'est deux personnes séparées. C'est une entreprise incorporée qui, elle, a ses dettes, c'est elle qui a ses actifs. Et que si tu achètes un immeuble, c'est au nom de la société. Ça ne va pas être en ton nom personnel. OK. Donc, ça pourrait être compté comme un investissement. Oui. Je peux investir dans acheter une usine, acheter de l'équipement, acheter n'importe quoi, mais ça va toujours être au nom de la société. La société peut s'acheter un véhicule. Ben, c'est toi qui vas le conduire, mais c'est au nom de la société. C'est assuré par la société. Tout est au nom de la société. Tu comprends? Donc, exemple, on achète un immeuble de location pour investir. L'argent qui est sorti de notre compte de la société pour acheter l'immeuble, cet argent-là, est-ce qu'elle est imposée ou pas? Non, parce que là, non, ce qui va être imposé, c'est les profits. C'est les profits. Ça va. Donc là, le compte en banque, l'argent qui rentre et qui sort du compte en banque n'a rien à voir avec l'impôt que tu paies à la fin de l'année, parce que l'impôt, c'est sur les profits. OK, parfait. Oui. Là où je voulais rajouter quelque chose, c'est que la société, comme j'ai dit, va faire elle-même les investissements. C'est bon? Donc, elle aura ses propres actifs. Donc là, si on parle l'exemple d'un immobilier, ben, la dette va être au nom de la société aussi. Fait que c'est sûr, ça prend quand même une grosseur un peu plus élevée pour qualifier la société pour emprunter. La majorité des cas, quand c'est petit, ben, d'un point de vue personnel, tu vas quand même endosser ton entreprise. Fait que, en termes de risque, ça devient plus ou moins la même chose. Ça va? C'est sûr, quand ça devient plus gros, fait que, pour répondre à ta question, Marie-Philippe, une entreprise de service, c'est beaucoup moins pertinent. Un comptable ou un avocat qui dit d'être incorporé, il dit parce qu'il veut avoir un contrat plus gros, il veut te faire signer un contrat de société, fait que ça lui génère plus de revenus. C'est sûr que tu veux toujours, d'un point de vue risque, protéger quand même, mais si tu as des bonnes assurances, tu es une entreprise de service, tu n'offres pas des médicaments aux gens qui peuvent te poursuivre ou, là, je pense à des cas graves, là, que après ça, tu pourras avoir des assurances responsabilité civile.
Et une entreprise qui fabrique des produits, elle assume plus de risques. Fait qu'elle, c'est mieux de séparer parce que il y a une implication plus importante. Mais pour quelqu'un qui est juste travailleur autonome, tous les coûts que ça peut engendrer ne sont pas si avantageux que ça. Ah, mais à partir de combien, mettons, genre de milliers de dollars, tu penses que ça pourrait être avantageux? Moi, je dirais à peu près 100 000, 150 000. Là, il faudrait s'asseoir, calculer, est-ce que c'est optimal d'un point de vue fiscal avec les taux que tu déclares, tes autres sources de revenus, est-ce que ça devient avantageux d'un point de vue fiscal? Puis en même temps, de profiter des avantages légaux d'une incorporation. En bas de 100 000, là, franchement, ça ne vaut pas le coup. Là. Le 100 000, est-ce que c'est le salaire ou c'est l'argent, dans le fond, que tu n'as même pas besoin de toucher parce que, disons, que tu fais 200, tu vis avec 100, puis il te reste 100? OK. Donc, toi, tu es toujours dans le… OK. Là, peut-être je vais séparer les deux. Là, tu disais en haut de 100 000, 150 000. De chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires. Fait que si, mettons, pour vivre, tu prends juste 65 000 sur ton 100 000, ça vaut quand même la peine de réfléchir à l'incorporation. Là, quand tu dis, OK, juste être sûr, parce que là, tu fais une petite erreur, c'est que quand tu dis 65 000, est-ce que c'est des dépenses d'affaires ou des dépenses personnelles? OK, mettons 45 000 dépenses d'affaires puis 20 000 dépenses personnelles. Donc là, tu es d'accord avec moi que ton profit, il est de 100 000 moins 25 000 de dépenses personnelles. Oui. Tu comprends? Là, tu fais encore l'erreur que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment que tu sépares les deux. Fait que, petit truc. Désolé pour tout le monde. OK, ton entreprise. OK, là, je ne sais pas si vous voyez, là. Oui, on voit bien. Oui, OK. Donc, ton entreprise, elle a des revenus. Elle a des dépenses. Ça va? Oui. Donc, ton entreprise a un bénéfice. OK? Puis, comment vous devez gérer vos finances, là, c'est vraiment comme ça. Tu as un compte où les revenus de ton entreprise, les dépenses de ton entreprise, puis à partir des profits, tu te verses un revenu personnel. OK? Fait, en appelant ça un salaire pour ne pas vous mélanger. Puis sur le salaire, tu as tes dépenses personnelles. OK. C'est bon. Puis sur tes dépenses personnelles, ben, tu vas avoir un surplus que tu peux mettre de côté pour ton voyage, pour tes affaires. Mais ça, c'est des surplus personnels. C'est ça. Puis, après, je peux ne pas verser la totalité de mes surplus d'affaires. Je pourrais le laisser ici parce que je veux réinvestir l'argent dans mon entreprise. Tu comprends? Donc, c'est ça que je disais. Je peux avoir de l'argent qui reste dans mon compte d'entreprise parce que je prévois, je ne sais pas moi, un voyage pour faire du développement personnel, une formation, je prévois faire X, Y, Z. Donc là, je laisse l'argent ici d'affaires pour des dépenses d'affaires futures. Puis le salaire que je me verse, lui, il me sert, comme tu dis, à vivre. Puis le surplus, ben, lui, je l'épargne, je mets de l'argent pour ma retraite, puis des choses comme ça. C'est bon? Très bien visuel. Je vais voir la question. Revenu 100 000 ici. OK, parfait. C'est bon. Chiffre d'affaires de ton entreprise. C'était ce que je pensais, mais OK. mon cerveau, il pense encore de l'autre façon qu'il ne faut plus. Ah non, c'est vrai, mais de toute façon, des fois, vous êtes plus visuel probablement, là, fait que de l'expliquer des fois… Puis il y a une question qui revient souvent de notre côté. Il y en a plusieurs dans l'équipe qui ont presque 30 000 de revenus dans une année ou sont sur le bord de l'atteindre. Il faut s'enregistrer aux taxes. Es-tu capable de nous faire un petit cours en un, genre qu'est-ce que ça implique puis pourquoi le faire? On a combien de temps, là? Oui, c'est ça, c'est long, hein, ça? Non, mais en fait, c'est super facile. Bon, vous avez compris que ça prend 30 000 de revenus annuels. Donc là, ce n'est pas obligé d'être du 1er janvier au 31 décembre. Là, sur les 12 derniers mois, si tu as 30 000 et plus de revenus, là, tu es obligé de rajouter sur tes factures la TPS, TVQ. Fait que là, ça augmente tes factures que tu donnes à tes clients, forcément. Par contre, l'avantage de ça, c'est que oui, tes clients vont te payer 15 % de plus, si on résume, mais toi, tu vas pouvoir récupérer toutes les taxes sur les dépenses que tu fais. Donc là, quand tu vas acheter de la fourniture, par exemple, ou quand tu achètes des produits, on te charge la TPS, la TVQ. Présentement, tu ne la récupères pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas enregistré au niveau des taxes. Si tu fais plus que 30 000, vu que toi, tu les charges, toutes les taxes que tu payes à tous les jours vont venir réduire la facture que toi, tu charges à tes clients. Fait qu'au final, c'est comme une source de revenus additionnelle que ça te génère tes taxes parce que
oui, c'est tes clients. Bon, après, c'est tes clients, est-ce qu'ils sont prêts à payer 15% de plus? Mais au final, eux, ils payent 15%, mais ce n'est pas le 15% que tu vas remettre au gouvernement parce que vu que toi, tu en payes déjà une partie, donc ça va venir réduire. OK. J'ai une question. Oui. Par rapport à ça. Parce que Beachbody charge automatiquement. Tu sais, c'est pas nous qui chargeons, c'est vraiment Beachbody. Les gens achètent à Beachbody. Beachbody nous redonne l'argent. Donc, Beachbody charge tout le monde 100%. Ils payent déjà toutes les taxes. Par contre, quand il y a une coach qui vend quelque chose et qu'elle n'est pas enregistrée aux taxes, c'est Beachbody qui garde la partie des taxes. Quand que nous, on devient enregistré, Beachbody nous renvoie un chèque supplémentaire qui est dans le fond la valeur des taxes qu'on a vendu dans les, je pense on a le choix soit trimestriel ou annuel. Okay. Donc là, de la manière que tu penses, ça vaudrait quasiment la peine que presque tous les coachs, mettons, on se dirait peut-être quoi, un 15 000 de revenus s'inscrivent aux taxes, même s'ils n'ont pas le 30 000. Ou non? 100%. Ben oui. Oui, okay. oui. Ah oui. Parce qu'il est déjà facturé. Donc, oui. c'est déjà là. C'est comme si tu t'enregistres pas en ce moment. C'est comme si tu perds tes taxes en ce moment que tu payes sur tes dépenses. Mais je pense qu'il y a un certain règlement, par exemple, avec Beachbody, comme quoi c'est au-delà de 30 000 de revenus annuels. Vraiment, on peut pas... Moi, je me souviens de l'avoir vu. Puis c'est ça. Puis, tu sais, concernant les taxes, je pense que aussi, en tout cas, personnellement, de ce que j'ai entendu dire, moi, j'utilise la méthode simplifiée. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin de déclarer non plus comme il y a des gens qui vont le faire vraiment plus avec toutes les dépenses à chaque mois puis à chaque trimestre, là, mais dans notre entreprise, ça se fait quand même bien aussi la méthode simplifiée. Fait que, la méthode simplifiée, ça, c'est celle que c'est juste une fois par année? Non, c'est à chaque 3 mois, mais c'est juste que tu n'as pas besoin de déclarer de dépenses. C'est juste tes revenus, puis ça fait un calcul automatique quasiment, là, c'est vraiment facile. Puis c'est peut-être moins avantageux, mais pour l'instant, c'est... Parce que là, avec la version simplifiée, avoir l'argent qui vaut les taxes sur toutes les dépenses que tu fais? Oui, c'est juste que le calcul, la méthode de le calculer n'est pas précise. C'est une moyenne, en fait. C'est comme une moyenne. Ça se peut que je paye un petit peu plus de taxes, mettons, que si j'avais mis toutes mes dépenses une après l'autre. Mais au final, en tout cas, de ce que je calcule, j'ai fait le test un peu, puis c'est minime, puis c'est quand même avantageux pour moi de le faire comme ça. Fait que ça peut aider quelqu'un. Mais rendu là, je pense que c'est un choix. Oui, c'est ça. C'est au choix de chacun, mais je dirais que vu que tu fais déjà ta comptabilité, quelqu'un qui fait déjà sa comptabilité quand même régulièrement, la vraie méthode non simplifiée, vous le faites déjà. Fait que c'est déjà là. Après, comme elle dit, pour quelqu'un peut-être qui fait moins rigoureux, là, la méthode simplifiée peut être plus pertinente, ou qui le fait par exemple aux 3 mois. Là, ça pourrait être bon. Là. Si je ne fais pas ma comptabilité tous les 3 mois, ben, d'y aller avec la méthode simplifiée, je ne suis pas obligé d'être à jour dans ma comptabilité tout le temps. Puis là, toi tu disais que Comme, les 12 derniers mois consécutifs, parce que là, il y a encore une fois, il y a du monde qui dit non, c'est dans la même année fiscale. Puis là, toi, tu dis c'est 12 mois consécutifs. C'est les 12 derniers mois. Ben, c'est 12 mois consécutifs avec un revenu de plus de 30 000. Fait que ça peut être du 1er janvier au 31 décembre, comme ça peut être, je sais pas, le 9 août. Depuis le 9 août de l'année passée, ça fait 12 mois avec plus de 30 000. Tu peux déjà t'enregistrer. En fait, tu peux le faire n'importe quand, comme j'ai dit. Hein. C'est juste que à partir de 30 000, tu es obligé par la loi de le faire. OK, parfait. Tu comprends? Puis, y a-t-il une méthode facile pour s'enregistrer? Parce que je sais qu'il faudrait que je le fasse parce que je suis vraiment en retard. Je suis pas très légale. Ouais. Mais, my gosh, des fois, ils me disent remplis un formulaire. Là, je remplis le formulaire. Il me manque des infos que je sais pas où prendre. Après ça, j'appelle. La personne dit on peut le faire par téléphone. Ah, là, c'est tellement... J'imagine qu'une fois inscrit, après ça, c'est simple, mais... Oui, une fois inscrit, c'est sûr, c'est simple. C'est un petit formulaire à remplir, là, puis c'est mettre le revenu TPS que tu as payé, que tu as chargé à tes clients, puis les TPS que toi, tu récupères. Fait une fois que c'est enregistré, c'est super facile. Ça te prend juste tes numéros de taxes avant. Puis après ça. Puis ça, c'est qu'est-ce que Beachbody faut qu'il nous donne, je pense. En fait, non, c'est en ton nom à toi, là. C'est ton nom d'entreprise. Le numéro de taxe? Ah, OK. Ouais. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est sûr que là, vous avez comme une source de taxes qui est prélevée par Beachbody déjà.
Mais après, c'est toi qui remplis les rapports de taxes auprès de Revenu Québec, là. OK, parfait. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Là, je me fie à toi pour les questions, hein. Je lis pas le chat. Oui, bien, ils sont pas mal répondus. Puis moi, je regarde, j'en avais noté avant qu'on commence. Il y a souvent une question qui revient. Il y a beaucoup de gens qui sont coachs qui vont tomber sur le chômage, pas nécessairement, tu sais, un chômage, je sais pas moi, maladie ou il y a moins de jobs à leur emploi de salarié. Est-ce que c'est avantageux quand même de partir une business de travailleur autonome ou de la continuer quand tu es sur le chômage en considérant que ton chômage risque de diminuer? Ben, c'est sûr, ça va dépendre des montants, je te dirais. Le montant que tu as le droit au niveau du chômage, puis le montant que ton entreprise te génère, là. C'est un peu difficile de répondre parce que ça dépend des montants pour savoir est-ce que ça vaut la peine ou pas. Fait qu'il faudrait peut-être faire des calculs. Après, quelqu'un qui a justement des périodes comme ça plus tranquilles, si on veut, c'est sûr qu'à titre de travailleur autonome, je parlais tout à l'heure de mettre un 30% de côté pour l'impôt. Ben, ça, c'est quelque chose que vous pouvez planifier des périodes plus mortes. Donc là, c'est de mettre aussi je sais pas, un 10 ou 20% de côté pour dire ben, les périodes mortes, au moins j'ai un montant dans mon compte en banque qui m'attend, que je peux piger dedans comme fonds d'urgence ou comme fonds, si tu veux, pour ça. Comme ça, oui, j'ai mon revenu de chômage qui peut prendre du temps avant que j'y touche. Et en plus, ben, j'ai mon montant qui est disponible que je peux avoir. Fait que, d'automatiser en fait ça, d'avoir le réflexe de mettre de l'argent de côté pour en prévision de. En fait, les finances, là, c'est la planification. Okay, le mot magique, là, si vous êtes capable de planifier d'avance des imprévus, vous êtes capable de planifier d'avance l'impôt, capable de planifier d'avance des périodes mortes, c'est ça qui va vous sauver vos finances toujours. Fait que si tu vis par rapport aux revenus qui rentrent dans ton compte sans mettre un montant de côté, tu viens de faire l'erreur de base qui est de vivre au-dessus de tes moyens, en fait. Parce qu'en réalité, il y a un 30% que tu ne verras jamais, puis il y a un montant qui va couvrir tes dépenses pendant les périodes plus courtes. Fait que, je te dirais, c'est oui à la question, est-ce que ça vaut la peine ou pas, mais c'est d'avoir une structure financière qui va te permettre d'avoir ce choix-là, de dire est-ce que je continue, est-ce que je demande le chômage, est-ce que je continue mes sources de revenus de travail autonome. Et quand tu planifies, ça fait de l'écho. Quand tu planifies, mettons quelqu'un qui est super endetté, là on parlait de chômage, mais quelqu'un qui commence, qui veut faire des sous, tout ça, puis qui est vraiment endetté, mettons, un carte de crédit, un de crédit étudiant. Ton conseil, ça serait vraiment de prioriser le 30% de mettre de côté pour pas, genre, juste comme tout le verser là-dedans. Donc, de vraiment prioriser, mettons, le 30%, de mettre de côté, comme de pas y toucher pour mettre des sous pour, justement, les impôts, pour pas avoir d'imprévus à ce niveau-là. Puis ensuite, de regarder nos dépenses personnelles, puis de prendre un peu ce qui reste pour payer, en fond, les dettes. Tu procéderais. Oui, ça dépend du type de dette. C'est sûr, si c'est une dette d'hypothèque, une dette de marge de crédit, marge étudiant, je dirais oui, c'est mieux de mettre le 30%. Si c'est une carte de crédit à 20% de taux d'intérêt, c'est sûr, je vais te dire, ben, peut-être baisser le 30% à, je sais pas, à 20 ou 15, juste pour au moins avoir une prévision pour l'impôt, pour ne pas avoir une grosse surprise. Parce que si tu as une surprise au final à l'impôt l'année suivante, tu vas retomber dans le même piège. Et c'est comme d'en mettre plus sur la carte de crédit, je te dirais. Fait que ça dépend du type de dette et du taux d'intérêt que tu payes sur tes dettes. C'est sûr qu'une dette à plus de 12% vaut mieux la prioriser en termes de versement. Donc c'est ça. Puis pour payer la dette plus vite, c'est sûr que d'avoir un budget, là, je sais que c'est un truc plate, puis tout ça, là, mais moi, je réalise de plus en plus, là, depuis 2 ans, j'ai développé une application, puis je réalise que les gens qui font des budgets, il n'y en a pas beaucoup. C'est d'avoir un budget juste pour avoir au moins une liste, comme, je dirais au moins une liste des dépenses fixes. À la limite, si vous n'avez pas, vous ne savez pas exactement vos dépenses variables, à la limite, ce n'est pas la fin du monde. Mais au moins d'avoir une liste de vos dépenses fixes, puis de temps en temps, de la regarder, puis de dire comment je peux la réduire. Déjà, vous allez pouvoir réduire ce qui est récurrent, là.
okay, ce qui peut comme, nous jouer des tours. Puis après, d'avoir quand même une idée un peu des dépenses variables. Donc, d'avoir comme un petit budget, pas d'être privé, mais d'au moins essayer de contrôler les dépenses variables. Parce qu'après, si vous mettez déjà un montant, comme on disait tout à l'heure, de côté pour l'impôt, pour l'épargne, après, c'est juste une question des dépenses, de comment vous gérez vos dépenses, fait que votre nourriture, vos sorties, etc. Mais ce qui est sûr, c'est les dépenses fixes. Eux, on peut jouer beaucoup dedans. Juste tous les 6 mois, 12 mois, repasser à travers la liste puis dire, OK, qu'est-ce que je peux éliminer? Qu'est-ce que je peux réduire? Est-ce que j'appelle ma compagnie de téléphone? Est-ce que j'appelle ma compagnie d'assurance? Je renégocie. Puis après, c'est les dépenses variables. Ah, mais je trouve que c'est vraiment un bon conseil de, justement, tu sais, on le fait dans notre business de comme, je sais pas, le revenir analyser, mais des fois, on a notre budget, on est comme, OK, c'est ça notre budget, mais après un an, on l'a pas réévalué vraiment, puis on n'a même pas vérifié si on le dépensait tant plus ou pas assez. Donc, non, je trouve ça vraiment bien. Merci vraiment du conseil. Ça fait plaisir. Puis, pour revenir aux dépenses fixes, là, c'est vraiment de faire la liste de tout ce qui passe annuellement. Parce que souvent, on fait l'erreur de dire, ah, ben, je regarde ce qui passe à chaque mois. Oui, mais ta dépense annuelle que ça passe pas ce mois-ci, mais ça va passer l'année prochaine, ton permis, matriculation, des fois on a des assurances, tes taxes municipales scolaires si tu as une hypothèque. Mais ça, tu le sais d'avance. Donc là, d'avoir un budget mensuel pour tes dépenses fixes futures, là aussi, c'est une des raisons pour laquelle les gens mettent de l'argent dans les cartes de crédit, tout ça, parce qu'ils reçoivent des factures qu'ils auraient pu planifier, je reviens à mon mot magique, qu'ils auraient pu planifier, mais que là, ça devient une surprise, ça devient un imprévu, alors que ça ne l'était pas à la base. Puis là, de dire, OK, ça me prend tant pour vivre par mois. Ça, c'est un très bon conseil en passant pour les travailleurs autonomes. Quand vous allez faire votre liste de dépenses fixes, ça va vous donner aussi votre objectif en termes de vente. Donc là, je vous donne un exemple fictif comme ça. Là. J'ai 1 000 $ de dépenses fixes mensuelles. Là, je sais que à peu près, il faut que j'ai un bénéfice de mon entreprise de 250 qu'il faut que j'aille chercher pour vivre, entre guillemets, de mon entreprise. Fait que d'avoir une idée de vos dépenses, ça va vous aider à être bon dans votre entreprise parce que là, vous avez un objectif chiffré. Pas juste un objectif, ah, il faut que je fasse de l'argent. Là, vous avez un objectif, OK, il faut que je rencontre tant de clients, il faut que je vende tant de trucs pour minimum, ce qu'on appelle le seuil de rentabilité là, en finance. Là. C'est comme votre seuil de rentabilité, c'est combien de clients par semaine? Je ne sais pas si ça fait du sens dans votre cas, oui. vous, là, mais ouais, OK. Combien j'ai besoin de clients pour vivre? Puis à partir de ce seuil-là, chaque client de plus, ça devient un surplus, ça devient une épargne pour ma retraite, pour mes voyages, pour mes sorties, etc. Fait que d'avoir juste ça, de chiffrer, puis vraiment de comme mis sur papier, là, ça fait toute une différence, même dans votre façon de parler aux clients, puis dans votre façon de faire votre marketing, parce que là, OK, cette semaine, il manque un client, là, il faut que je l'ai, parce que sinon, ma facture à la fin du mois, je ne vais pas réussir à la payer. Ça va vous mettre une pression de plus, mais c'est une bonne pression. C'est pas, c'est pas vraiment un stress, mais c'est juste un objectif, disons. C'est bon, c'est bien dit. J'aime ça. Fait que là, ça fait 45 minutes. Je pense qu'on va terminer l'appel ici. Parler de finance, comptabilité, là. On va aller s'entraîner. Mais c'est vraiment intéressant. Merci énormément de ton temps. C'est vraiment apprécié. Puis, je veux faire un rappel que tu as un groupe Facebook. L'argent ne dort jamais. Super intéressant. Si vous avez aimé la façon qu'il s'exprime puis le fait qu'il vulgarise super bien les finances, allez adhérer au groupe L'argent ne dort jamais. Vous allez adorer ça. Il y a plein de trucs. Ton application educfinance.ca. Puis, merci. Merci à vous. Mais je pourrais le refaire. Tu sais, là, il y en a quand même pas mal qui étaient connectés. Tu sais, je pourrais faire ça comme une fois par mois. Je prends les questions, puis on se fait comme un... On va regarder, mais là, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui vont réécouter en différé. Je te rassure. Ah oui, c'est sûr. c'est bon. Fait que, ben, merci encore.